Alors dans cette nouvelle rubrique sur le Covid-19 ou SARS-CoV-2, essayons de comprendre en quelques minutes les études cliniques sur la chloroquine ou l'hydroxychloroquine et sa complexité. Alors bien évidemment, nous ne pourrons entrer dans le détail en quelques minutes, cependant, ces quelques minutes suffisent pour en saisir toute la complexité. Alors tout d'abord, vous voyez à l'écran le site des tests cliniques au niveau mondial. On voit apparaître de façon claire que le monde scientifique s'est uni pour trouver une solution à une pandémie qui a touché l'humanité tout entière. Ce que l'on voit apparaître quand on regarde ce site à première vue, en haut à droite, c'est que l'hydroxychloroquine est en seconde position des tests cliniques au niveau mondial. Et en troisième position, l'approche dite non conventionnelle ou thérapie alternative. Une preuve qu'en dehors de l'Europe, beaucoup ont bien compris qu'il fallait ouvrir le champ des possibles et que les médecines traditionnelles ont une base de données de pratique qui va bien au-delà de la médecine conventionnelle. Donc ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, nous y reviendrons. Restons sur l'hydroxychloroquine. Alors cette molécule, comme vous l'avez entendu comme moi, est une molécule connue et utilisée depuis plusieurs décennies et par des milliards de personnes. Alors l'hydroxychloroquine est un médicament commercialisé sous forme de sulfate d'hydroxychloroquine sous les noms de marques Plaquenil, Axemal en Inde, Dolkine et Kensil, indiqué en rhumatologie dans le traitement des polyarthrites rhumatoïdes, du lupus érythémateux disséminé pour ses propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices. Il est inscrit sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS. En 2020, cette molécule est également le sujet de recherche dans le contexte de la lutte contre le coronavirus, le SARS-CoV-2. Alors l'hydroxychloroquine est chimiquement apparentée à deux autres antipaludéens, la quinacrine et la chloroquine. Elle partage avec cette dernière une structure de type 4-aminoquinoléine et ne diffère que par un groupe hydroxyle en bout de chaîne. Elle se présente également sous la forme de deux énantiomères, car elle est chirale. En effet, l'atome de carbone en alpha de l'amine et qui porte un substituant méthyle est asymétrique, comme dans la chloroquine. Sa stéréosélectivité est vraisemblablement identique. La chloroquine, ou chloroquinine, est un antipaludique de la famille des 4-aminoquinoléines, qui a été largement commercialisée sous la forme de sel, sulfate ou phosphate. Avec la quinine, dont elle est un substitut synthétique, et l'hydroxychloroquine, une molécule qui lui est proche, elle est le traitement qui a été le plus employé contre le paludisme, en préventif comme en curatif. Elle est aussi très utilisée contre les maladies auto-immunes, telles que le lupus, et les maladies rhumatoïdes, telles que la polyarthrite rhumatoïde. Elle montre in vitro des effets antiviraux, mais qu'on n'arrive pas ou mal à reproduire in vivo. Alors on voit sur la figure les énantiomères de la chloroquine, RS, l'hydroxychloroquine, qui ne diffère que de la fonction H en bout de chaîne, est de même structure, chirale, que la chloroquine. Alors petite parenthèse rapide, tout de même, pour ne pas oublier que ces molécules dérivées sont issues de la quinine est un alcaloïde naturel, antipyrétique, analgésique et surtout antipaludique, extraite du quinquina, un arbuste originaire d'Amérique du Sud. Elle était utilisée pour la prévention du paludisme ou malaria avant d'être supplantée par ses dérivés quinacrine, chloroquine et primaquine. Alors les quinquinas sont des arbres de la cordillère des Andes poussant en haute altitude et ils font partie du genre Cinchona, parmi lesquels seul le quinquina rouge et le quinquina jaune ont des propriétés antipaludiques. Le quinquina gris, paradoxalement appelé Cinchona officinalis, voire tout simplement quinquina, est dénué de ses propriétés. Alors revenons à notre sujet sans trop s'éparpiller. L'hydroxychloroquine est une molécule de la famille des aminoquinoléines comme on l'a précisé. Alors pourquoi utiliser cette molécule? Il faut revenir à nos vidéos antérieures sur la protéine Spike. Donc je vous laisse le soin de revenir sur ces vidéos. Qu'avons-nous dit? Que cette protéine de pointe fusionnait avec le cytoplasme de la cellule afin de pénétrer dans la cellule et qu'elle utilisait les récepteurs ACE2 de ces mêmes cellules. De façon générale, la chloroquine et ses dérivés sont capables de réduire l'acidification des lysosomes. Qui dit réduire dit augmentation du pH. Et il faut bien saisir que l'acidité des lysosomes est essentielle pour que l'autophagie des cellules puisse se faire de façon optimale. Donc l'hydroxychloroquine, qui participe à augmenter le pH de façon très fine,
est une des propriétés antivirales qu'on lui doit. Car comme nous venons de le dire, la fusion du virus via la protéine spike et le cytoplasme se fait en milieu acide très fin. Cette endocytose ne peut justement se faire que dans des conditions acides très particulières. Par conséquent, toute incapacité à obtenir le pH idéal peut bloquer la fusion des membranes et donc empêcher l'entrée du virus dans la cellule. Ce mode d'action expliquerait donc le spectre antiviral potentiellement assez large de l'hydroxychloroquine. On voit donc que la fusion du virus dans le cytoplasme de la cellule lui permettant de pénétrer n'est pas aussi simple qu'on le croit. Alors certaines études comme celle de 2005 nous précisent justement que l'endocytose est probablement le cheval de Troie des infections virales. Alors dans cette étude, on a pu montrer qu'un virus, le virus de la stomatite vésiculaire ou vesicular stomatitis virus, VSV, a pris avantage des vésicules internes de l'endosome pour infecter les cellules efficacement. Alors le virus, qui est un virus enveloppe, comme justement les virus corona, qui entre dans la cellule via la voie de l'endocytose. Une fois internalisée, l'enveloppe du virus fusionne avec la membrane des endosomes. Cette fusion est due au changement de conformation d'une protéine virale, comme celle de la protéine spike, de surface, donc protéine virale de surface, sensible au pH acide des endosomes. À la suite de la fusion, le virus libère sa nucléocapside, ARN et nucléoprotéines, dans le cytosol de la cellule où l'ARN est répliqué. Alors vous voyez l'étude de 2005, elle nous apporte des informations importantes sur la façon dont la protéine spike se greffe ou s'attache au récepteur ACE2, comme on l'a précisé dans la précédente vidéo, pour justement pouvoir pénétrer dans la cellule et se répliquer. Donc c'est pas aussi simple qu'on le croit, ce n'est pas juste la protéine spike qui s'attache avec la protéine ACE2, c'est bien aussi l'importance de l'acidité très fine, justement pour pouvoir permettre justement ces fusions. Alors l'étude a montré que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, la fusion du virus avec les membranes endosomiques et la libération de la nucléocapside dans le cytoplasme se déroule en deux temps, en deux étapes différentes de l'endocytose. En effet, la fusion virale se produit déjà dans les endosomes vésiculaires, tandis que la nucléocapside n'est libérée qu'à partir des endosomes tardifs. Alors, par microscopie électronique, il a été observé que le virus fusionne majoritairement avec les membranes internes des endosomes vésiculaires. Ainsi, la nucléocapside se cache dans les vésicules internes, dans un espace topologiquement équivalent au cytoplasme, mais non continu avec celui-ci. Pour le virus, la fusion entre membranes internes et limitantes lui permet d'éviter d'être dégradé dans les lysosomes. Le virus se sert donc des endosomes comme cheval de Troie, ce qui lui permet d'atteindre la région périnucléaire tout en évitant la barrière du cytosquelette tactile. Alors après internalisation, le vésiculaire stomatitis virus, donc VSV, atteint chronologiquement les endosomes précoces, EP, les endosomes vésiculaires, ECV, endosomal carrière vésicule, puis les endosomes tardifs, ET. Donc on voit sur le schéma le VSV, EP, ECV et ET. Alors le pH acide des endosomes vésiculaires induit la fusion du virus avec des membranes endosomiques. Après fusion, la nucléocapside se retrouve dans les vésicules internes des endosomes vésiculaires. À cette étape, les membranes internes et limitantes ne peuvent encore interagir. Une fois arrivées dans les endosomes tardifs, les vésicules internes contenant les nucléocapsides fusionnent avec la membrane limitante et libèrent ainsi les nucléocapsides dans le cytoplasme où l'ARN viral est répliqué. Alors dans les endosomes tardifs, la dynamique membranaire est contrôlée par les phospholipides et leur effecteur effectif. Alors comme nous sommes dans le voyage de la cellule et de la pénétration du virus dans la cellule, essayons de comprendre comment ça se passe d'un point de vue encore plus détaillé. Parlons du cytosquelette et de la morphologie en fait de la cellule qui est modifiée au moment où le virus justement pénètre et il sort. Alors avant de commencer, il faut parler d'abord du cytosquelette. Le cytosquelette est un réseau complexe de filaments protéiques s'étendant dans tout le cytoplasme et organisant celui-ci, permettant aux cellules eucaryotes de s'adapter à une grande variété de changements morphologiques. Alors, d'effectuer des mouvements coordonnés, le cytosquelette est constitué de trois types de filaments protéiques, le microfilament d'actine, les microtubules et les filaments intermédiaires. Pourquoi c'est important de parler du cytosquelette? Parce que vous verrez que, on va le dire, l'entrée du virus dans la cellule modifie la morphologie en fait de la cellule et donc le cytosquelette
perd dans sa capacité originelle à rester en fait équilibré. Et on va le voir maintenant dans la cellule. Alors l'actine est la protéine intracellulaire prépondérante dans la cellule eucaryote et représente selon les types cellulaires de 1 à 10% de la quantité totale des protéines cellulaires, pour une concentration dans le cytosol de l'ordre du millimolaire. Alors cette protéine de taille moyenne, 375 acides aminés, se présente dans la cellule soit sous forme de monomère globulaire, actine G, soit sous forme de polymère actine F. Alors le microfilament d'actine F, d'un diamètre de 7 à 9 nanomètres, est une structure polaire, avec une extrémité à croissance rapide, appelée plus, et une extrémité à croissance lente, appelée moins. La polymérisation de l'actine G en microfilament d'actine F est amorcée par l'ajout d'ions Mg2+, magnésium, du potassium K+, et du sodium Na+, selon un processus réversible, l'actine F se dépolymérisant quand on abaisse la force ionique de la solution. Dans la cellule, il existe donc un équilibre dynamique entre la forme monomérique G d'actine et la forme filamenteuse F. Le passage de l'actine G à l'actine F étant régulé par des protéines associées à l'actine en réponse à différents stimuli. Alors comme vous l'avez vu sur le schéma que vous visualisez, on a la sous-unité d'actine, les microfilaments d'actine, actine F, et l'épaisseur en fait de ce filament qui est de 7 à 9 nanomètres. Alors le rôle du cytosquelette dans le transport viral, on part de la périphérie vers le centre de la cellule, ce qu'on appelle le transport rétrograde. Les virus pénètrent dans la cellule par fusion de leur enveloppe virale avec la membrane plasmique, ou dans le cas d'endocytose récepteur dépendante, par libération de la capside virale à partir de l'endosome. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on a déjà précisé dans nos précédentes vidéos. Pour beaucoup de virus, les étapes précoces de transport impliquent le réseau d'actine, dans le cadre du virus de la vaccine ou du VIH, mais le transport vers le centre cellulaire, et pour nombre de virus vers le noyau, implique l'utilisation de réseaux microtubulaires. De nombreux virus utilisent dans ce cadre un transport rétrograde le long des microtubules impliquant la dynéine cytoplasmique. Ceci a pu être démontré initialement pour le virus de l'herpès simplex 1, notamment par des expériences de dépolymérisation de microtubules, de colocalisation en immunocytochimie ou de vidéomicroscopie. Alors on voit bien la complexité en fait de l'entrée du virus dans la cellule. On a parlé de pH tout à l'heure. On parle maintenant d'un réseau particulier qui passe d'abord par le réseau d'actine, les microtubules. On voit en fait cette complexité qui n'est pas aussi simple qu'on le croit, et de voir la force et la puissance en fait de l'hydroxychloroquine qui est là aussi pour nous donner des informations importantes justement sur la façon dont il faudrait inhiber cette fusion entre la capside virale et la cellule humaine. Toujours, bien sûr, comme on l'a précisé, via la protéine spike, la protéine de pointe, et le récepteur ACE2 de la cellule humaine. Alors, comme vous le voyez sur le schéma, c'est justement une schématisation de l'entrée du virus dans la cellule, l'entrée de la particule virale à travers la membrane cytoplasmique, le transport rétrograde de la capside virale le long des microtubules de la périphérie cellulaire vers le noyau, l'entrée dans le noyau, la sortie du noyau de la nouvelle particule virale assemblée, transport antérograde de la nouvelle particule virale assemblée ou des composants de la capside vers la périphérie de la cellule. Oui, parce qu'en fait, il y a d'abord l'entrée de la capside virale et ensuite retour justement vers la périphérie, toujours en utilisant le même réseau, le réseau microtubulaire et d'actine, et ensuite bourgeonnement de la particule virale à la membrane cytoplasmique. Alors on voit l'importance d'une bonne compréhension de la biologie moléculaire, justement de l'impact du virus dans la cellule, comment ça se passe réellement. On a déjà parlé dans nos précédentes vidéos d'abord de la description de la protéine spike, de la description d'abord de la capside virale,
de son récepteur, si on peut appeler ça un récepteur, donc de cette protéine spike, de sa morphologie, de sa structure moléculaire, et ensuite on a parlé des récepteurs qui sont utilisés par la protéine spike pour pénétrer dans la cellule. C'est les récepteurs ACE2 des cellules humaines qu'on voit apparaître justement sur les cellules du rein, système cardiovasculaire, système digestif. Et justement, c'est ces affinités électrochimiques qui permettent justement à cette protéine spike de s'unir avec la protéine ACE2 pour pouvoir justement fusionner et permettre la fusion et entrer en fait dans la cellule humaine. Mais on vient de le voir, toute la difficulté, la complexité qui s'y cache, la présence justement de pH et qui n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire, et l'importance de l'hydroxychloroquine justement dans ce facteur justement d'acidité et d'augmentation justement du pH, et en même temps tout le réseau qui est utilisé à l'intérieur de la cellule au moment de la fusion. Comment fait-il le virus pour pouvoir pénétrer dans la cellule, et ensuite où va-t-il et quel réseau utilise-t-il? Alors nous insistons sur une chose importante, cette vidéo n'a pas prétention à dire que l'hydroxychloroquine est le remède tant préventif que curatif face à cette pandémie qui touche le monde entier. Elle est juste là pour expliquer, donner des informations importantes sur le fonctionnement en fait de ce médicament et ce qui s'y cache d'un point de vue biologie moléculaire, d'un point de vue chimie. Uniquement, nous insisterons sur d'autres approches comme l'azithromycine. Nous parlerons aussi du bleu de méthylène aussi, qui est aussi une approche thérapeutique très intéressante. Dans tous les cas, cette vidéo est plutôt d'ordre pédagogique et informationnel. Alors nous parlions du cytosquelette justement. Alors, outre les effets du cytosquelette dans le cycle viral, notamment dans le transport viral, l'infection d'une cellule par un virus peut se traduire justement par une altération du cytosquelette. Alors, on a un exemple d'altération du réseau d'actine que concerne une action directe de l'infection sur la polymérisation de l'actine. L'infection par le cytomégalovirus est capable de désorganiser le cytosquelette d'actine par la dépolymérisation des microfilaments d'actine. Alors, l'altération du réseau microtubulaire, les microtubules sont une cible pour de nombreux virus. Un des exemples les mieux étudiés est l'infection par le virus de la vaccine. Ce dernier est capable d'altérer la fonction du centrosome, provoquant une réorganisation du réseau microtubulaire. Donc on voit en fait que le virus, il ne fait pas qu'entrer et se répliquer, mais il modifie aussi toute l'architecture, tout le squelette en fait de la cellule, qui perd en fait aussi, si elle perd sa structure originelle, elle perdra aussi dans son état d'équilibre et elle sera donc obligatoirement vulnérable. Alors pour conclure, l'hydroxychloroquine est une molécule très contestée, qui est cependant utilisée depuis des décennies dans les pathologies virales, nous permet de mieux comprendre le mécanisme d'action de fusion de la capside avec la membrane cellulaire, bien évidemment avec ce qu'on a expliqué, la protéine spike et les récepteurs ACE2. Alors on comprend parfaitement dans les études cliniques mondiales la seconde position de l'hydroxychloroquine dans la recherche d'un traitement préventif ou curatif, c'est ce que vous voyez à l'écran. Alors il en ressort que la chloroquine, donc ça pour conclure, et l'hydroxychloroquine ont la caractéristique chimique d'être des bases faibles, qui peuvent élever le pH intracellulaire des organelles acides, comme les endosomes ou les lysosomes, qui sont indispensables pour que la fusion membranaire ait lieu. Comme cette acidification est cruciale pour la maturation et le fonctionnement des endosomes, la chloroquine et l'hydroxychloroquine, aptes à élever le pH du lysosome de 4,5 à 6,5 à une concentration de 100 micromoles, bloqueraient la maturation de l'endosome à une étape intermédiaire de l'endocytose. On sait que la chloroquine pourrait également inhiber l'entrée du SRAS dans la cellule en modifiant la glycosylation des récepteurs ACE2 ou des protubérances protéiques. Les récepteurs ACE2 qui s'expriment dans certaines cellules du cœur et des reins sont en fait les points d'entrée dans les cellules humaines de certains coronavirus comme le SRAS-CoV-2, ce qui explique la très forte mortalité observée chez les personnes faisant de l'hypertension ou ayant une fragilité cardiaque ou rénale. Je vous laisse le soin d'aller à la rencontre des différentes vidéos à ce sujet sur le coronavirus que nous avons effectuées qui permettent de mieux comprendre et de venir encore
de façon plus approfondie, mieux comprendre l'importance de l'hydroxychloroquine. Nous ne sommes pas là pour dire que c'est le remède, qu'il faut absolument utiliser ce remède. Nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là uniquement pour expliquer, faire de la pédagogie du mieux que l'on peut et comprendre qu'au niveau mondial, le deuxième test, la position numéro 2 pour les tests cliniques, l'hydroxychloroquine. Nous ferons une autre vidéo justement sur les thérapies dites alternatives, puisque c'est la 3e position au niveau mondial. On ne peut pas occulter l'approche non conventionnelle en dehors de l'Europe ou en dehors de la France, parce que cette approche reste une approche très puissante, tant d'un point de vue phytothérapeutique, acupuncture, nutrition et micronutrition, hygiène de vie, etc. Alors pour terminer et résumer, nous avons pu évoquer dans cette vidéo plusieurs points. Du fait que la chloroquine et l'hydroxychloroquine sont de la même famille chimique. Nous avons rappelé la fusion entre la protéine spike et le récepteur ACE2 et de quelle façon cela s'opérait. N'oubliez pas d'aller à la rencontre de nos anciennes vidéos. D'une part par la variation du pH, d'autre part en utilisant le réseau des filaments qui composent le cytosquelette, dont les filaments d'actine, que cette fusion se fait via les endosomes et qu'il y avait modification de la forme du cytosquelette de la cellule. Alors comme nous l'avons précisé, le cytosquelette est un assemblage de protéines lui donnant sa forme avec celle de la membrane. On dit que c'est l'ossature de la cellule. Alors ce cytosquelette bouge, il est dynamique dans le temps, c'est un assemblage instable. L'entrée d'un virus, comme nous l'avons expliqué, ne peut que perturber davantage le cytosquelette et sa forme, la forme de la cellule. Comme nous l'avons précisé aussi, ces filaments qui composent ce cytosquelette sont partout dans la cellule, dans la membrane, le cytoplasme et le noyau. Le cytosquelette a plusieurs rôles, dont celui de donner la forme de la cellule, et nous avons pu montrer que l'entrée du virus dans la cellule modifiait sa forme. Ce qu'on a vu aussi, il assure un rôle de transport vers l'intérieur de la cellule, et dans toute la cellule, le virus utilise ce réseau. Pour utiliser une image, on dit que le virus a donc des rails pour se déplacer. Il sert aussi au déplacement de la cellule et aux contractions musculaires. Alors on n'est pas rentré dans le détail, mais on pourrait dire aussi que si on entrait dans le détail des filaments, c'est une simple parenthèse, concernant les filaments intermédiaires, ils sont différents d'une cellule à une autre, et elles signent en fait la cellule. Ces signatures permettent d'identifier certains types de cancers, comme le cancer du poumon, la prostate et le cerveau. Alors, comme vous avez pu le constater, nous insistons sur la forme de la cellule. Probablement une piste de recherche, car quand tout système perd son état d'équilibre, il lui faut de l'énergie pour retrouver cet état d'équilibre. L'hydroxychloroquine, dans ses mécanismes d'action, a au moins pour premier rôle d'empêcher l'entrée du virus dans la cellule, ce qui permet à la cellule de préserver son intégrité et son équilibre dynamique. Alors, merci de nous avoir suivis. Cette vidéo, cette première partie sur l'hydroxychloroquine est terminée. Nous insistons sur le fait que cette vidéo n'a que pour but pédagogique uniquement. Science et recherche, c'est de l'information et de la pédagogie. Nous espérons avoir pu répondre à certaines interrogations, avoir apporté de l'information, apporter aussi une piste de recherche. C'est ce que nous essayons de dire à la fin de cette vidéo. Et puis, probablement que nous mettrons en place encore d'autres vidéos sur l'hydroxychloroquine, mais nous parlerons aussi de d'autres approches comme avec l'azithromycine et d'autres. Donc voilà, j'espère que nous vous reverrons très bientôt dans nos prochaines vidéos. À très bientôt.